Dilma Rousseff a été réélue ce dimanche pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête du Brésil. Elle s'est aussitôt engagée à mener une profonde réforme politique et à renforcer la lutte contre la corruption. Des tensions ont vu cette semaine au Burkina Faso après la fermeture des écoles et universités décidée par le gouvernement. L'opposition projette des manifestations contre la révision de la Constitution. Les forces britanniques et américaines ont rendu à l'armée afghane le contrôle des camps Bastion et Liternek ce dimanche, une opération qui marque la fin officielle des 13 ans de présence de l'OTAN dans ce pays. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons ce journal par les nouvelles du virus Ebola. L'ambassadrice américaine à l'ONU a entamé ce dimanche une tournée des pays d'Afrique de l'Ouest touchés par Ebola afin d'appeler à une solidarité internationale accrue. Une sortie qui intervient au moment où le Mali espère enrayer toute contamination à partir de son premier cas. Après la Guinée, l'ambassadrice se rendra dans les deux autres pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Sierra Leone et du Libéria, puis elle ira au Ghana où est basée la mission des Nations Unies chargée de coordonner la lutte contre l'épidémie. Elle mettra ensuite le cap sur Bruxelles, siège de l'Union européenne, pour attirer l'attention sur le besoin d'un soutien international accru. Pendant ce temps, l'Australie a annoncé ce lundi une série de mesures visant à suspendre l'immigration en provenance des pays d'Afrique occidentale touchés par le virus Ebola dans le but d'empêcher une propagation de l'épidémie vers son territoire. Nous allons parler à présent élections. Le président de l'instance supérieure indépendante des élections en Tunisie se dit surpris et satisfait par le taux de participation aux législatives de ce dimanche. Un scrutin crucial pour le pays, présenté comme la lueur d'espoir d'une région tourmentée. Ce vote doit surtout permettre à la Tunisie de se doter d'institutions pérennes 4 années après le printemps arabe. Si le parti Nida Tounes affiche déjà sa confiance en la victoire, le parti Ennahda, par contre, reste prudent avant l'annonce des premiers résultats officiels. Reportage. Malgré les craintes de troubles, notamment d'attaques djihadistes, le vote s'est déroulé sans incident majeur. Les autorités avaient déployé 80 000 policiers et soldats pour assurer la sécurité de ces élections qui doivent élire les 217 députés tunisiens pour les 5 années à venir. Dans les bureaux de vote, l'ambiance était au beau fixe, les électeurs se félicitant les uns les autres après avoir glissé un bulletin dans l'urne et trempé leur index gauche dans de l'encre indélébile. Pour la mission d'observation de l'Union européenne, le processus s'est dans l'ensemble déroulé de manière plus que satisfaisante. L'instance organisant les élections pourrait annoncer de premiers résultats partiels ce lundi, mais elle a jusqu'au 30 octobre pour prononcer son verdict définitif. Elle a cependant annoncé un taux de participation encore provisoire de 61,8%, soit un peu plus de 3 millions d'électeurs à travers le pays, contre 4,3 millions lors de l'élection de l'Assemblée constituante en 2011, remportée par Ennahda. Personnellement, j'étais surpris par ce taux. Je suis très satisfait par ce taux personnellement. Et je pense que c'est une étape assez importante que nous avons pu franchir avec succès. Et on pense donc que la deuxième étape, c'est de consolider la confiance dans les résultats. Et là, on part avec des passes certains pour cette transition, donc pour passer de la transition à la consécration. Le principal parti séculier de Tunisie, Nida Tounes, s'est dit confiant dans sa victoire aux législatives de dimanche, sans attendre les résultats officiels de ce scrutin. Le parti islamiste Ennahda, l'autre favori du scrutin, n'a pas voulu s'avancer, excluant de donner des prévisions de résultats et appelant la classe politique à la patience. Mais vu le mode de scrutin, notamment la proportionnelle au plus fort est, qui favorise surtout les petites formations, les principales forces politiques ont d'ores et déjà souligné qu'aucun parti n'aurait de majorité pour gouverner seul. Élection toujours, mais cette fois-ci au Brésil. La présidente sortante Dilma Rousseff a été réélue ce dimanche pour un nouveau mandat de 4 ans avec 51,64% des voix contre 48,36% pour son adversaire de centre droit, Aécio Neves. Ceci au terme d'une campagne électorale âpre et virulente qui a divisé les Brésiliens en fonction de leur classe sociale. Reportage.
Les militants pro-Rousseff célèbrent la victoire de leur candidate. Dilma Rousseff reprend les commandes du Brésil avec 51,64% des voix contre 48,36% pour son adversaire Aécio Neves du Parti socialiste brésilien. C'était une bataille risquée, au coude à coude, avec une différence de presque 3 millions de voix. Mais d'ici 4 ans, Aécio sera de retour. En attendant ce retour, Aécio Neves fait preuve de fair play et accepte le verdict des urnes. J'ai félicité il y a peu par téléphone la présidente réélue et je lui ai souhaité de la réussite pour son prochain gouvernement. J'ai souligné que la plus grande des priorités doit être celui d'unir le Brésil autour d'un projet honorable qui rend hommage à tous les Brésiliens. Pour sa part, Dilma Rousseff s'engage à être une présidente bien meilleure qu'elle ne l'a été jusqu'avant les élections passées. La présidente réélue place son mandat sous le signe du dialogue, de la paix et de l'union. Je suis disposée à ouvrir un grand espace de dialogue avec tous les secteurs de la société pour trouver les solutions les plus rapides à nos problèmes. Terei compromisso rigoroso também com o combate à corrupção. Je vais me battre contre la corruption avec rigueur. Je vais renforcer les institutions de contrôle et proposer des réformes législatives pour en finir avec l'impunité qui protège la corruption. A protetora da corrupção. Autre défi que se donne Dilma Rousseff, mener une profonde réforme politique dans son pays. La présidente entend par ailleurs promouvoir des actions localisées dans l'économie afin de permettre au pays de reprendre son rythme de croissance. Je voulais annoncer en titre une nouvelle semaine de tension au Burkina Faso. Les écoles et universités sont fermées à compter de ce lundi jusqu'au vendredi prochain sur toute l'étendue du territoire national burkinabé. Ainsi en ont décidé les autorités de ce pays ce dimanche. Cette décision vise à éviter d'éventuels débordements qui pourraient survenir à cause du vote prévu le jeudi prochain à l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui doit voter pour une révision constitutionnelle directe ou un référendum, ce qui favoriserait le maintien au pouvoir du président Blaise Compaoré, qui est au pouvoir bien évidemment depuis 1987. Les membres de l'opposition et les organisations de la société civile comptent descendre dans les rues du pays à compter de ce jour. Reportage. Le gouvernement burkinabé a annoncé ce dimanche la fermeture des écoles et universités la semaine prochaine, alors que des débordements sont craints en raison du vote prévu au Parlement d'une révision constitutionnelle devant permettre à Blaise Compaoré de se présenter en 2015. En effet, l'Assemblée nationale examinera jeudi un projet de loi gouvernementale très controversé visant à réviser l'article 37 de la Constitution pour faire passer de 2 à 3 le nombre maximum de quinquennats présidentiels. Une situation qui risque d'embraser le pays. Déjà vendredi dernier, collégiens et lycéens ont déserté les classes pour dénoncer le projet de modification de la loi fondamentale perturbant fortement la capitale Ouagadougou. La volonté du président Compaoré de se maintenir au pouvoir après 27 ans de règne suscite l'hostilité de l'opposition, d'une grande partie de la société civile et de nombreux jeunes de ce pays, où plus de 60% des 17 millions d'habitants ont moins de 25 ans et n'ont jamais connu d'autres dirigeants. Depuis l'annonce du projet de loi le 21 octobre dernier, des centaines de protestataires manifestent chaque jour à Ouagadougou, installant des barricades ou incendiant des pneus devant une police mobilisée mais discrète. L'opposition a appelé la population à une journée nationale de protestation mardi sur toute l'étendue du territoire afin d'exprimer son refus catégorique d'une modification constitutionnelle. De leur côté, syndicats et sociétés civiles regroupés au sein de la coalition nationale contre la vie chère ont appelé à une grève générale ponctuée de sittings et de meetings mercredi. L'opposition a également demandé à la population de bloquer le Parlement jeudi pour empêcher le vote du projet de loi. Avec cette série de manifestations prévues, la semaine à venir devrait être encore plus agitée. En 2015, il y aura
Les forces britanniques et américaines ont rendu à l'armée afghane le contrôle des camps Bastion et Litterneck ce dimanche. La cérémonie officielle de remise des installations militaires s'est déroulée dans l'instable province de Helmand, leur dernière base de combat du moins en Afghanistan. Reportage. Les Britanniques et les Américains ont mis fin ce dimanche à leur mission de combat en Afghanistan. La Grande-Bretagne est la première à lancer cette opération de retrait au camp Bastion après 13 années de guerre qui ont coûté la vie à plus de 450 de ses soldats sans parvenir à neutraliser les talibans dans le sud du pays. Pour le Premier ministre britannique David Cameron, les forces armées peuvent rentrer la tête haute, fiers de tout ce qu'ils ont accompli pour protéger la Grande-Bretagne. Lors de cette cérémonie, les Afghans ont également pris le contrôle de la base américaine de camp Litterneck, qui est juste le camp Bastion. L'Union Jack comme la bannière étoilée y ont été baissées, laissant place aux couleurs afghanes. L'armée afghane prend ainsi le contrôle de la région militaire du sud-ouest, qui reste l'un des principaux bastions des insurgés talibans après 13 années de conflit. L'immense base construite dans le désert, près de la capitale provinciale Lashkar-Gah, est la plus importante de la mission de l'OTAN en Afghanistan. En 2010-2011, le moment pic du nombre de troupes de l'OTAN en Afghanistan, la base hébergeait plus de 40 000 étrangers, y compris les sous-traitants. Plusieurs centaines de Marines américains et de soldats britanniques vont donc quitter le Helmand bientôt, à une date qui n'a pas été révélée pour des raisons de sécurité, avant de rentrer dans leurs pays respectifs. Mais le passage de témoins n'est que l'ultime phase d'une opération qui a démarré depuis le mois de février. Pour les Britanniques qui ont eu jusqu'à 9000 soldats en Afghanistan, ce retrait marque la fin de la mission de combat, mais une force résiduelle d'environ 12 000 soldats, dont 9 800 Américains, doit rester sur place. Après décembre 2014, dans une mission de soutien et de formation de l'armée afghane, 500 soldats britanniques resteront dans le cadre de l'opération Resolute Support ou encore soutien inébranlable essentiellement à Kaboul. Au total, 453 soldats britanniques et 2349 Américains ont été tués en Afghanistan depuis 2001. Une note de sport pour boucler ce journal. Nous allons en Afrique du Sud où le capitaine et gardien de but de l'équipe sud-africaine de football, Senzo Meyiwa, a trouvé la mort ce dimanche dans une fusillade à son domicile de Volorus, un township à 20 km au sud de Johannesburg. L'annonce a été faite par un porte-parole de la police locale. Selon la même source, les circonstances de la fusillade dans laquelle Senzo Meyiwa a trouvé la mort ne sont pas encore connues. Mais d'après certains médias, Senzo Meyiwa se trouvait chez des amis lorsqu'un inconnu a fait irruption réclamant les téléphones portables. Avant d'ouvrir le feu, la police a précisé un peu plus tard que 7 personnes se trouvaient à l'intérieur de la maison, y compris Senzo Meyiwa. Au moment où 2 suspects ont pénétré à l'intérieur, il y avait donc eu une altercation et Senzo Meyiwa a été abattu. Les 3 suspects ont pris la fuite à pied après la fusillade. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information se poursuit sur Sika TV et également sur notre site internet www.sikatv.info.